Salutations, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera dédiée à un journal de bord. Ce journal de bord que vous vous apprêtez à regarder pour l'année 2024-2025 a été créé spécialement pour une collègue qui est prof d'anglais dans un collège en France et qui va avoir 4 classes l'an prochain, des 5e et des 6e. C'est un peu important que je vous replace le contexte pour que vous sachiez un petit peu dans quoi vous vous embarquez, parce que je vais commenter le journal de bord au fur et à mesure que je vous le présente pour vous donner un petit peu mon avis sur des choses que moi j'aurais pu faire différemment et pourquoi elle a peut-être choisi de le faire d'une autre façon. Je pense que c'est hyper intéressant de se plonger dans l'organisation de quelqu'un pour voir un peu comment il fonctionne. Pour pouvoir faire cette vidéo, vous voyez que j'ai affiché le journal de bord, la page de garde ici, vous l'avez sous les yeux. Tout simplement parce que je ne voulais pas imprimer le journal de bord. Il fait 222 pages, j'allais pas imprimer la totalité ou bien même déjà 40 pages pour vous montrer à quoi il ressemble. J'ai simplement fait un pseudo carnet visuel pour que vous ayez un peu une idée de ce qu'on a en termes de double page, de recto verso, pour voir un petit peu à quoi ça peut ressembler en vrai. Donc on va commencer tout de suite. On a la page de garde ici avec simplement journal de bord, une charte graphique dans les tons de bleu, de violet, de bleu foncé. Donc voilà, c'est une charte graphique que j'avais réalisée pour la formation Prof et Organisé 2.0 pour une collègue qui a fait la bêta test, Virginie, je te fais un coucou si tu passes par là. Donc cette collègue a voulu récupérer cette charte graphique et moi ça me convenait très bien parce que je l'aime beaucoup et elle a un petit effet. La première partie, c'est la partie information générale dans laquelle on va donc retrouver les informations personnelles de cette personne. Elle pourra inscrire son nom, son prénom, son contact, les informations à propos de son école avec son établissement, l'adresse de l'établissement, et on a choisi d'indiquer les informations de la direction du secrétariat, des inspecteurs d'anglais et de l'établissement en plus pour avoir ces informations générales sous la main. Je vous rappelle, je vous reprécise, je le dis encore une fois, ne mettez pas vos mots de passe dans le cahier de bord si vous le faites au format papier, s'il vous plaît. Protégez vos mots de passe, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne mettez pas ça dans un carnet que n'importe qui peut ouvrir et peut accéder. On voudrait vraiment protéger ces informations concernant votre vie privée. Donc mettez le moins d'informations possible, mais assez pour pouvoir être identifié et qu'on vous rende le carnet si jamais vous l'oubliez dans les transports, si vous l'oubliez quelque part, au moins on peut identifier à qui il appartient. Ensuite donc après la partie mon école, on a la partie mon horaire et là j'ai fait un tableau vide, comme ça elle n'aura plus qu'à compléter avec 16 heures ses classes au moment voulu. Et puis une petite partie sur mes classes et mes collègues avec à chaque fois la classe, il y a 4 lignes puisqu'il y aura 4 classes, le nombre d'élèves par classe et puis les collègues qu'elle va avoir dans les différentes matières, donc français, maths, LV2, physique, chimie, SVT, techno. On aurait pu rajouter encore éducation physique, etc. mais on a pu choisir les matières principales suivies par la prof et avec qui elle pourrait être amenée à collaborer. Ça peut vraiment être utile. Ensuite nous avons la double page du calendrier annuel, donc moi j'ai l'habitude de le faire sur une page A4 simple parce que je ne prends pas de notes sur mon calendrier annuel, mais ici on a envie de le faire, donc une double page avec de quelques centimètres par mois, par case, c'est important et c'est utile pour pouvoir écrire des choses. J'ai aussi inscrit, vous voyez, des vacances, j'ai pas fait des gros placards de couleurs, j'ai choisi de mettre juste les dates dans la couleur des week-ends pour pouvoir faire ressortir les vacances et ici on est dans la zone A, donc voilà, on retrouve avec les vacances qui correspondent juste à sa zone. Il n'y a pas besoin d'avoir les vacances des autres zones. Ça n'est pas très utile en ce qui la concerne elle. Ensuite on passe à la partie organisation mensuelle et hebdomadaire et là j'ai dû faire quelque chose d'un petit peu nouveau parce que la collègue utilise Pronote et n'a pas besoin d'avoir son cahier journal dans son journal de bord papier. Il n'y a pas besoin d'avoir un doublon, elle dit non, je n'utilise que Pronote pour le cahier journal. Par contre ce qui me serait utile ce serait d'avoir des parties en forme de post-it pour les jours avec des rendez-vous, des choses à faire et donc c'est ce qu'on a fait. Mais d'abord, elle voulait aussi des calendriers mensuels et moi j'ai l'habitude de vous proposer des calendriers mensuels au format portrait et elle m'a dit ah non au format paysage et je fais oh
pourquoi pas, ça change. Donc, mais le principe reste le même, c'est un calendrier à cases. Donc là vous voyez que j'ai mis le mois de novembre parce que c'était le plus parlant en termes de structure, pour pas devoir commencer à remettre à chaque fois les dates. Si vous le faites les dates en format informatique, vous allez y passer des heures, c'est pas le but. Ici on sait que le mois de novembre commence un vendredi et se termine un samedi, donc en fait tout simplement je supprime les cases qui sont inutiles par rapport au mois en cours, et ça permet déjà d'avoir une bonne visualisation du mois qui arrive. Et la partie notes du coup cette fois-ci se retrouve sur la partie de droite quand on tournera la page au format paysage. Donc voilà. Pour l'organisation de la semaine, donc voilà comment ça se présente. J'ai simplement fait des petits encarts sous forme de post-it avec la date à chaque fois. Une petite déco pour rappeler les fleurs de la charte graphique, c'est sympa. Et puis j'ai proposé le vide-cerveau de la semaine, et d'habitude la partie vide-cerveau, la partie to-do list est assez réduite. Parce que le problème c'est qu'on a des journaux de classe qui s'étalent sur une double page avec une colonne supplémentaire pour la to-do list, et c'est ce que moi j'ai fait pendant des années, mais je me rends compte que c'est pas toujours utile à tout le monde, et il y a des fois vraiment des collègues qui ont besoin de noter quasiment tout, ou d'avoir beaucoup de choses à noter parce qu'il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser, de plus en plus j'ai l'impression d'ailleurs malheureusement. Donc consacrer une page par semaine complète, je trouve que ça peut être sympa. Vous voyez qu'il y a à chaque fois une ligne par jour, et puis j'ai divisé par grandes tâches récurrentes, à savoir à photocopier, à préparer, à corriger, et puis autres avec des rendez-vous et ce genre de trucs si jamais c'est à écrire. Donc ça c'est un petit peu nouveau. J'ai l'habitude de plutôt faire des to-do list un petit peu sur le côté, mais là pour le coup le vide-cerveau peut vraiment occuper plus d'espace et réduire la charge mentale d'une autre façon. Donc c'est une petite nouveauté dans ce cadre-ci. J'ai alterné, vous voyez, pour la charte graphique, j'ai alterné les fleurs en fait entre d'une semaine à l'autre pour pas répéter tout le temps les mêmes motifs, c'est juste ça. Donc voilà. Ensuite on passe à la partie suivi de classe, et j'ai commencé le carnet de bord. Elle ne sait pas si elle sera professeure principale en 6e ou en 5e, donc quand c'est comme ça, faites quelque chose de simple pour vous et laissez des espaces vides, quitte à devoir réécrire en fait les noms des classes et les numéros des classes, c'est pas très grave, c'est pas ça qui va vous prendre le plus de temps. Le plus de temps que ça va vous prendre, c'est surtout quand il va falloir anticiper de quels outils vous avez besoin et comment vous voulez les agencer entre eux. Donc cette collègue voulait un agenda par classe, et donc voilà, le suivi de classe, voilà comment ça va se présenter. J'ai commencé par la partie professeur principal, et les 3 autres classes viendront ensuite avec 3 fois le même onglet, une fois par classe évidemment. Donc on commence par un récapitulatif de la classe avec les informations à propos du délégué, du suppléant ou de la suppléante, les élèves à besoins particuliers avec un récapitulatif. Je sais que dans certaines classes il faut beaucoup plus de place que ça. Évidemment c'est à vous à décider la place que ça va prendre, quelles sont les configurations que vous voulez mettre en place, ça c'est vous qui choisissez. Et ici on a ajouté une partie appréciation globale par rapport à la classe en termes de travail pour chaque trimestre. Donc s'il y a un commentaire à faire à propos de toute la classe, de l'ensemble de la classe, est-ce que c'est une bonne ambiance de travail, est-ce que c'est agréable de venir y travailler, est-ce qu'il y a des choses, par exemple cibler certains éléments perturbateurs, ce genre de trucs, on peut venir l'écrire dans le récap de la classe. Ce sera aussi même utile si jamais vous avez un ou une remplaçante en cours d'année de partager ce genre d'informations pour que la personne puisse un peu tâter le terrain et voir comment ça se passe en classe. Donc on a séparé la partie travail et la partie comportement, ou ce que la vie scolaire peut en dire avec le CPE ou la CPE. Et ensuite pour la partie PP, professeur principal, elle a choisi de faire une fiche A4 par élève. Donc là on a un petit numéro à chaque fois avec un espace pour la photo, le trombinoscope, voilà, ça lui tenait à cœur, une partie nom-prénom, et puis s'il y a des troubles particuliers, elle n'a plus qu'à cocher ce qui est intéressant, ce qui concerne l'élève en question. Il y a aussi tout ce qui est PAP, PAI, s'il y a une AESH ou un AESH qui vient accompagner l'élève en classe, c'est intéressant d'avoir son nom ou même son contact. En quelques mots, les difficultés rencontrées, donc si jamais il y a un PAI, un PAP, quelque chose, c'est quoi les difficultés que cet élève rencontre en général à l'école, ou bien même particulièrement dans mon cours. Si je prends l'exemple de la dyspraxie, si on est en mathématiques, qu'est-ce qu'il en est de la difficulté à manier le compas, l'équerre, ce genre d'outils. Par exemple, ça peut être quelque chose d'utile de savoir s'il y a des difficultés particulières en lien avec le cours qu'on donne.
Donc voilà, est-ce que la situation parentale est compliquée, donc parents mariés, divorcés, séparés, foyer, famille d'accueil, les contacts, ça c'est juste pour les pépés. Ce genre d'informations, vous n'êtes pas censé devoir les garder. Donc je pourrais quand même à le dire que fin d'année, vous devez vous débarrasser de tout ce qui concerne les informations personnelles relatives aux élèves. Donc ça, fin d'année, vous devez bazarder, n'oubliez pas. Et puis après elle voulait un espace pour les réunions de parents et moi d'habitude je propose des espaces assez structurés avec la date, le nom d'élève, les sujets qui ont été abordés, est-ce que c'est le papa, la maman, quelqu'un d'autre qui était à la réunion de parents, de quoi est-ce qu'on a parlé, qu'est-ce qu'on a décidé, c'est quoi le suivi, etc. Moi je propose ce genre d'outils d'habitude et elle m'a dit non non non, moi je veux des notes libres. Et donc en fait vous voyez que d'un prof à l'autre en fait ça va vraiment changer en fonction des besoins, en fonction des préférences. Et je tenais vraiment à dire ici, c'est quelque chose d'important que je vois régulièrement, c'est que je vois des collègues qui chamboulent leur organisation parce qu'ils ou elles voient des choses qui ont l'air super cool. Oui, ça a l'air peut-être super cool, mais peut-être que ça ne vous conviendra pas. Et donc soyez toujours attentifs de choisir et de tester des outils qui vous conviendraient à vous et pas parce que ça convient à votre collègue, parce que ça convient à cette super prof qui a l'air hyper organisée. C'est pas du tout le but de copier l'organisation de quelqu'un d'autre, le but c'est de trouver votre organisation à vous, parce que une organisation égale un prof, ou plutôt le contraire, un prof égale une organisation. On ne travaille pas tous et toutes de la même manière et donc ne vous forcez pas, ne vous dites pas ok ça a l'air super cool, je vais absolument tester de cette manière là parce que ça a l'air incroyable et puis en fait ça ne vous convient pas du tout. Cette collègue par exemple préfère des espaces de notes libres plutôt que d'avoir des espaces de notes structurés. Ben il faut respecter, enfin en tout cas j'ai dû respecter et j'accepte tout à fait. Donc si vous préférez ce genre d'outils, ben, c'est bien de le savoir, c'est bien de s'interroger, c'est bien de s'observer. Donc voilà, petite parenthèse fermée, je continue. Donc vous voyez fiche 1, fiche 2, fiche 3, fiche 4, tout ça pour 32 élèves. Ce qui rajoute 16 pages au journal de bord dans ce genre de situation. Et puis on a les évaluations. Alors elle m'a dit, moi j'aime quand même bien avoir une trace de l'évaluation, en fait des résultats des évaluations, parce que si jamais il y a un bug informatique, on peut garder, on peut retrouver les infos quelque part. Et je suis assez d'accord avec elle là-dessus. Mais le but c'était pas de refaire tout ce que Pronote ou tout ce que Miro peut faire, donc en fonction de l'école où vous êtes, du système informatique que vous utilisez, etc., ça peut changer. Donc ici ce qu'on a fait c'est simplement une partie évaluation où il faudra réécrire les éléments de l'élève, en fait vous voyez donc les noms et prénoms des élèves. Il y a une toute petite partie, donc comme il y a 32 élèves, plus il y a d'élèves par classe, plus la partie concernant le titre et les informations de l'évaluation est réduite forcément, c'est pas possible de faire autrement. Et ici c'est assez réduit, donc le but c'est d'avoir juste la numérotation du test par exemple, ou bien d'avoir la compétence en abrégé, ce genre de choses. Et pour ne pas réécrire, parce qu'elle m'a dit qu'elle faisait 45 tests en moyenne par année, donc le but c'est de ne pas réécrire à chaque fois la liste d'élèves. Vous voyez qu'ici j'ai mis effet d'ombre pour montrer que la feuille a été découpée. Donc vous connaissez très certainement les cahiers de code Clairefontaine qui vous proposent ce genre de format en fait, et de découper en fait la bande inutile pour ne pas en fait devoir réécrire votre liste d'élèves. Vous pouvez faire ça à la maison aussi. Donc voilà ce que ça donne quand on utilise la version avec simplement une Dutch Door. Si vous êtes adepte du bullet journal, vous connaissez la Dutch Door probablement, avec une partie qu'on vient de découper pour faire ressortir le reste. Donc voilà, je voulais simplement vous signaler que vous pouviez faire ça à la maison aussi et c'est vachement pratique. Et puis terminer la partie évaluation par des cotes de trimestre avec des moyennes, comme ça en fait on peut voir un peu l'évolution de l'élève au fil de l'année par trimestre. Ensuite on a la même chose pour des documents, donc c'est toujours utile d'avoir un tableau à cocher de base si vous devez donner un document, faire signer quelque chose, vérifier quelque chose, etc. etc. J'ai juste mis documents et là il y a presque une double page complète parce que justement je voulais pas qu'elle réécrive encore une fois la liste d'élèves, déjà qu'elle va devoir le faire 2 fois par classe. Donc ça va déjà demander du temps, mais il va y avoir aussi la même partie vous voyez pour travaux non rendus. C'est un petit peu le but, c'est de s'économiser le plus de temps possible quand c'est faisable, et donc c'est plein de petites choses à anticiper comme ça quand vous créez votre outil.
Ensuite on a 6 pages pour les retenues. Elle a demandé beaucoup de pages pour la classe PP parce qu'en tant que PP c'est vous qu'apparemment qui allez mettre les retenues quand les élèves ont plus de 3 notes mises par les collègues, donc ça fait une charge supplémentaire. Et donc simplement un tableau avec le nom de l'élève, la date de la retenue, le motif pourquoi est-ce qu'il est en retenue et le travail éventuel fourni si jamais vous fournissez du travail à faire pendant la retenue. On va avoir 3 fois cette partie suivi de classe qui sera en suivi de classe classique sans la partie prof principale, et dans ces suivis de classe voilà ce qu'on va retrouver. D'abord une partie évaluation, c'est exactement la même chose que pour la partie précédente, puisque qu'on soit PP ou pas PP, là pour le coup on veut juste garder une trace des évaluations, donc avec toujours cette petite fenêtre qui se découpe. Ensuite pareil, documents, travaux non rendus, idem, retenue, idem, et là on a rajouté une partie forcément réunion de parents, puisqu'on n'a pas de fichier individuel, on a besoin d'avoir un endroit où écrire des informations à propos des réunions de parents pour cette classe là. Donc ça veut dire qu'en réunion de parents, la collègue va devoir se dire ah tiens j'ai rendez-vous avec tel parent tel moment, cet élève fait partie de telle classe, donc je dois aller dans mon journal de bord et regarder et ouvrir la bonne partie qui concerne en fait la classe en question ici. Donc voilà un peu la logique de comment on travaille ici. Et enfin, dernière partie pour ce journal de bord, c'est un suivi de projet. Vous auriez pu mettre notes de réunion, notes, prise de notes, je sais pas moi, ce que vous voulez. Elle a fait un suivi de projet avec des notes libres partout pour les sorties à organiser ou organiser un cadre de son cours d'anglais. Une page avec ses projets en tant que prof ici. Je suppose que ça peut peut-être correspondre à certaines sorties ou à d'autres choses, des pièces de théâtre, ce genre de choses qu'on peut monter en classe. Et depuis quelques années, elle fait en fait des projets de classe accompagnée autonome. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais c'est quelque chose qu'elle fait et qu'elle applique depuis longtemps. Donc elle m'a demandé 4 pages avec à nouveau des notes libres, donc il n'y a pas besoin d'avoir une structure quand c'est déjà peut-être clair pour vous et que vous voulez juste faire un suivi de projet en notant des informations utiles de manière libre et fluide. Donc voilà. On arrive à la fin du journal de bord. J'espère que ça vous aura donné de l'inspiration, ça vous aura donné des idées. Si jamais vous avez des questions, si vous avez des petits soucis, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour me les poser. C'est pour ça que je poste ces vidéos sur YouTube, pour pouvoir aussi échanger avec vous. Si ça vous a été utile aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Une dernière information, si jamais vous avez envie d'apprendre à pouvoir cibler de manière efficace les outils que vous allez utiliser, à pouvoir vous dire ok je veux gagner du temps et je veux créer une organisation qui me corresponde à 200%, j'ai créé un programme qui remplit ces conditions, il s'appelle Prof et Organisé et je vous laisse toutes les informations dans la barre d'informations et je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil si jamais vous avez envie de revoir avec moi votre organisation cet été. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne organisation et un très bon été et je vous dis à bientôt!